Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Profondeur. Mon Congo dans 20 ans. Certains de mes amis ont bien voulu proposer le Congo de mes rêves. Nous allons nous projeter pour une fois. Pas pour une fois dans le cadre de cette émission, on a fait des projections. C'est également dans cette émission que nous avons parlé des barrières qui font que nous ne puissions pas véritablement avancer. Dans cette émission, on a notamment parlé du Code noir. En fait, l'Europe avait planifié pour que, dans 100 ans, nous restions à son service. Mais c'est un piège énorme, mais qu'on aurait pu quand même essayer d'éviter. Et nous avons également dit dans notre émission que si nous ne l'avons pas évité, c'est parce que nous nous sommes prêtés gracieusement au bon vouloir de ceux qui ont programmé notre esclavagisme jusque dans 100 ans. Parce que nous ne leur avons pas opposé notre culture. Sous prétexte, c'est eux qui disent qu'elle était plus faible. Alors, mon Congo dans 20 ans, si nous continuons avec les mêmes codes qui nous avaient, j'allais dire, imposés, eh bien, il ne sera pas bon du tout. Parce que c'est avec leurs calculs, avec leur route, avec leur façon de construire, nous avons obéi à leur démarche. Et si nous continuons, je crois que les routes du Bandundu, du Bas-Congo, seront peut-être fermées parce que nous enfonçons dans une logique qui n'est pas la nôtre. C'est sur ce point que nous allons discuter avec un nouveau, le premier que je vais présenter, Maître Mankenda Dumbi Junior. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir dans le cadre de cette émission. Et puis, un autre que la technique va me proposer, il s'agit, bien entendu, je l'espère, de Mubimba Ashimba. Mubimba Ashimba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour Jean-Pierre Kipapi. Et Modeste Bolikama, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour. Voilà quelqu'un qui veut qu'on l'appelle Mubimba Ashimba et non pas autre chose, et qui appelle les autres quand même par leur prénom. Ça, c'est malin. Mes chers amis, plus sérieusement, votre Congo dans 20 ans, Mubimba Ashimba, quel sera-t-il? Le Congo de vos rêves, oui, en étant le plus optimiste possible. Ok. C'est une très bonne question, Kibambi. Mon Congo dans 20 ans. Et cette question, en y réfléchissant, m'amène à me poser cette autre question. Qu'est-ce qu'était mon Congo il y a 20 ans? Et je peux même aller il y a 40 ans. Est-ce que nous avons progressé ou bien nous avons reculé? Et alors aujourd'hui, pour que je vois mon Congo dans le rêve de l'optimisme, sur quoi je dois me fonder? Je ne peux pas être pessimiste pour dire qu'il sera pire que celui que nous avons aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait des raisons qui me fassent rentrer dans l'optimisme pour dire le Congo, dans 20 ans, il va être quoi? Cela dépend de ses filles et fils aujourd'hui, ce qu'ils décident de devenir eux-mêmes aujourd'hui et de leur faire de leur Congo aujourd'hui. Et il faut y travailler dès aujourd'hui pour que dans 20 ans, on commence à récolter les premiers fruits. D'accord. Modeste Bolikama. Moi, je dirais que par rapport au potentiel de croissance de ce pays, dans 20 ans, à supposer que notre produit intérieur brut soit de 20 milliards aujourd'hui, dans 20 ans, du fait que la croissance serait à 2 chiffres. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité par rapport au potentiel que nous avons. Si notre
taux de croissance est à 2 chiffres, c'est-à-dire que tous les 5 ans, nous les doublons. Donc 20 milliards aujourd'hui, dans 5 ans, 40 milliards, dans 10 ans, 80 milliards, dans 15 ans, 160 milliards, et dans 20 ans, 320 milliards de dollars. Ça, ce n'est pas un rêve insurmontable, c'est la réalité, parce que le potentiel qui est là nous le permet. Voilà, j'ai voulu le montrer en chiffres pour que tout le monde comprenne ce que cela veut dire. Maître. Merci. À se fondant déjà par rapport aux statistiques qu'a donné M. Modeste, nous voyons qu'avec 320 milliards, le Congo dans 20 ans, nous espérons un Congo où les universités seront refaites, le Congo qui aura de très bonnes routes, le Congo qui pensera à la santé, à l'éducation et au développement d'une manière générale. Mais cela ne doit pas seulement être une estimation ou encore un rêve, mais cela passe à ce que moi je considère la définition de notre idéal type. Parce que ces statistiques ont toujours été faites. Le potentialité du Congo est connu de tous. On le considère même comme un scandale géologique. Mais pourtant, durant des années, des décennies, voire même des siècles, le Congolais vit la même situation. Donc nous devons passer par la définition d'un idéal type. Que cela veut dire? C'est-à-dire que nous devons définir l'ensemble des objectifs pour le bien du Congolais. Quelles que soient les différences sur la manière de gestion, la gestion libérale, socialiste ou encore ancestrale, mais du moins nous devons nous mettre d'accord sur les objectifs. Qu'est-ce que le Congolais veut? Peu importe les clivages, peu importe les camps, mais qu'est-ce que le Congolais veut? Et dans 20 ans, nous aurons un grand pays à sa dimension. Mais, monsieur Mobimba Shimba, pour que nous rêvions de ce Congo, est-ce qu'il ne faut pas que nous nous dotions des stratégies qui nous soient propres, au lieu de nous coller ou de copier les stratégies des autres? C'est vous qui aimez parler du Japon, du Meiji. Ils ont refondé, repensé leur Japon, qui est devenu aujourd'hui un pays très riche. Ne faudrait-il pas avoir nos propres stratégies et les mettre en place, plutôt que parler de l'amour comme nous l'avons toujours fait? L'amour, bien sûr, oui, mais soyons concrets. Oui. Kibambi, il y a des pistes qu'on peut ouvrir, mais il faut y réfléchir très longuement. Il faut des hommes et des femmes parmi des prévoyants, qui doivent devenir des prévoyants et qui doivent réfléchir d'abord à une chose. Pour réfléchir, il faut s'intégrer dans sa propre identité. Et l'intégration dans notre propre identité veut dire qu'il nous faut une intelligence culturelle. Quelle est notre culture? Parce que comme je le dis souvent, ça c'est juste la première condition, Kibambi. Comme moi je le dis souvent, nous sommes coupés des Congolais aujourd'hui, l'intellectuel congolais, l'élite. Nous sommes des gens, pour la plupart d'entre eux, je ne dis pas tous, nous sommes coupés et de la culture africaine qui aurait dû être la nôtre, et de la culture occidentale à laquelle nous avons aspiré depuis que nous sommes à l'école. On nous a invités à entrer dedans, mais nous ne sommes pas devenus des Occidentaux. Parce que nos schémas mentaux ne sont pas comme les schémas mentaux des Occidentaux. Et la culture de base qui nous fait réagir devant certaines situations, nous ne l'avons pas. Il y a un mélange de ce qui est de la façon des autres de raisonner, de réagir, et ce que nous avons comme substrat culturel que nous avons, qui vient du très profond de Bantou, mélangé un peu pour donner un mauvais bitoto, une sauce de mauvais goût de ce que l'on reçoit des autres. Ça ne produit pas quelque chose de valeur. Donc il faut, qu'on rentre dans la culture bantou, africaine. Et c'est ça que j'appelle l'intelligence culturelle. Et à partir de là,
nous avons également à voir ce que les autres font. Et toutes les cultures l'ont fait. Les Japonais, les Chinois et les autres, les Occidentaux eux-mêmes, tous ils l'ont fait. C'est-à-dire voir ce qu'il y a chez l'autre. Qu'est-ce que je peux prendre pour m'enrichir, pour aller plus loin? Et ça, vous ne pouvez le faire valablement que lorsque vous êtes vous-même ancré dans votre... Vous avez un ancrage dans votre socle culturel. Vous êtes vous-même, vous êtes dans vos bottes droits pour pouvoir le faire correctement. Très bien. Voilà. Ça, c'est deux conditions fondamentales. D'accord. Modeste Molikeba. Oui. En donnant ces chiffres, je voulais attirer l'attention sur le fait que nous sommes, comme tous les autres humains, capables d'exploits les plus, comment dirais-je, extraordinaires. Vous savez, aujourd'hui, la Corée du Sud, qui était au même niveau de développement que nous en 60, a un produit intérieur brut aujourd'hui autour de 1600 milliards. Cela veut dire que si nous avions continué aussi de la même manière que ce pays-là, c'est là où nous serions. Alors donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a manqué? Ce qui a manqué, c'est cette organisation sociétale, parce qu'avec la rupture qui intervient en 60, on ne se rend pas compte que ça ne peut pas tourner tout seul. Qu'il faut qu'effectivement les Congolais prennent conscience qu'ils deviennent les propriétaires du Congo, qui jusqu'alors n'étaient que... En fait, ils étaient là juste comme ouvriers, hein, Tout à fait. et travailleurs. Mais à partir de 60, ils deviennent propriétaires sur papier. Alors ils ont cru qu'il suffisait de les proclamer, de danser pour que ça devienne réalité. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que on a perdu de vue qu'il fallait asseoir cette appropriation du Congo sur une organisation sociétale différente de celle qui existait avant. Et cette organisation que nous attendons jusque maintenant reposerait sur le management. C'est quoi le management? Le management, j'aime beaucoup la définition que McNamara en donne. McNamara dit que le management est le processus par lequel les hommes peuvent le plus efficacement possible utiliser leur intelligence, leur capacité de création, leur sens d'initiative et leur sens de responsabilité. Tout est dit dans cette définition. Nous n'avons pas fait cela. C'est parce que nous n'avons pas fait cela que nous avons produit un leadership qui n'a pas de visage convenable. Parce que nous n'avons pas compris qu'il fallait, au bout de tout cela, faire émerger les meilleurs d'entre nous. C'est ce que cette définition dit. Il faut que dans tout ce que nous faisons, dans la promotion humaine, nous soyons sûrs que ce sont les meilleurs qui émergent. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, ceux qui font un effort, travaillent de façon acharnée, c'est eux qui réussissent. Et non Chancellor Kopamba. Oui, mais les meilleurs, mon cher ami, pour te poser une autre question, les meilleurs, parfois ils sont aux commandes, mais ils continuent à accueillir, hein, ils continuent à accueillir. Ça veut dire que ce ne sont pas les meilleurs. Ils sont meilleurs peut-être sur certains plans, oui, mais pas les meilleurs. Oui, parce que nous, quand nous parlons du diplôme, quand nous parlons des meilleurs, nous voulons dire les meilleurs sur tous les plans, surtout sur le plan moral et éthique. Voilà. C'est ça qu'il faut mettre à l'avant-plan. Les diplômes, c'est après. D'abord, moral et éthique. Ensuite, on regarde si effectivement il est meilleur aussi en ce qui concerne les compétences techniques. Mankenda. Oui. Oui. Par rapport aux solutions, moi je crois que nous devons d'abord considérer notre culture, comme a dit M. Mubimba Achimba, notre culture profonde, parce qu'elle est très importante. Mais nous vivons, ou encore je vis dans un dilemme. Aujourd'hui, moi, je me pose quelle est ma culture. C'est-à-dire parce que là, je suis habillé en veste, cravate, et ça, c'est venu de l'Occident, alors que je ne suis jamais arrivé à l'occidental. Et par là, qu'est-ce que je veux dire?
le Congolais aujourd'hui ou le Congo ne doit pas gérer dans un sens en vase clos. Nous avons certes de cultures qui existent, mais tout en puisant dans nos cultures profondes et ancestrales, nous devons aussi reconnaître nos limites. En reconnaissant nos limites, c'est alors que nous allons puiser chez les autres afin de faire ces mélanges. Et comme a dit Hashima, pas les mauvais bitoto, parce que les mauvais bitoto n'existent pas. Les bitoto, c'est les bitoto. C'est le mélange. Ce mélange-là qui va nous permettre de sortir de cette situation. Parce que, en puisant chez les autres, nous pouvons avoir les moyens que nous n'avions pas en fait de décoller. Je prends le cas. L'Occident qui a, précisément l'Europe qui a colonisé les autres continents, s'est servi de la boussole, notamment pour naviguer. Et la boussole, c'est une invention, je crois, chinoise. L'Occident a aussi utilisé la poudre pour massacrer. C'est aussi chinois. C'est aussi l'invention chinoise. Mais ce sont ces deux éléments-là qui a permis à l'Europe de coloniser et de devenir le puissant. Donc, nous pouvons travailler avec nos propres cultures, mais là où nous sommes limités, nous devons puiser chez les autres afin de rendre notre culture solide et capable de transformer. Monsieur, mon cher ami Hashimba, on a connu beaucoup de réflexions politiques qui n'ont amené à rien, sinon partage équilibré, comment on appelait encore partage équitable et équilibré du pouvoir. Mais toutes les autres réflexions sur l'enseignement, n'ont pas été mises en... Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par bientôt les états généraux des universités, je crois, c'est comme ça qu'on les appelle, de l'enseignement supérieur et universitaire. Est-ce que cette réflexion que vous appelez de tous vos voeux, ne serait-elle pas... L'occasion n'est-elle pas venue, à l'occasion de ces états généraux, vraiment de les approfondir pour nous tailler le bon chemin qui va nous mener vers la réflexion, pour faire ce mélange harmonieux qui nous amènerait au développement, non? Cela dépend, M. Kibambi. Parce que quand on fait de réflexion, de demi-solution, on n'arrivera pas à résoudre tous les problèmes, mais au demi-solution. Oui, au demi-résultat. On arrivera à ça. Et si je dois encore me fonder sur ce que les amis ont dit ici, on a parlé par exemple de ce que l'on peut faire, croissance, on a les budgets, tout ça. Mais la croissance n'amène pas à grand-chose. Parce que, vous vous souvenez qu'en 2006, pour être plus concret, les budgets étaient de 1 milliard, le budget du Congo. Et après, un effort a été fait pour arriver à 3 milliards, même approcher de 4 milliards. Mais de nouveau, on est à quoi? À moins que 2 milliards. Donc on ne progresse pas. C'est ça la réalité, pour parler de réalité. Et quand je prends encore ce qui a été dit, notamment Modeste l'a dit, le management de Magmanala et aussi l'appropriation du Congo que nous évoquons de tous nos vœux ici autour de cette table. Le problème qui est à la base, c'est notre cerveau lui-même, dans la façon de réfléchir et dans la façon de chercher des solutions. Il est bloqué. Il y a un proverbe bantou qui dit que les perroquets ne se reproduisent jamais dans la captivité, dans la servitude. Donc notre esprit a été capturé dans la servitude. Parce que nous ne pouvons pas penser nous-mêmes, d'abord à partir des langues étrangères. Bon, il y en a qui arrivent à les maîtriser comme vous autres, moi un tout petit peu. Alors, donc, vous ne pouvez pas, même si vous avez quelque chose, aller bien réfléchir correctement dans la langue d'autrui. Et notre propre histoire, nous ne la connaissons pas. Et vous ne pouvez pas vous réfléchir sur base de vos ancêtres, le Gaulois. S'ils sont ceux-là, et alors vous trouvez que les Gaulois sont partis en 1960, et quand ils sont partis, donc ils vont revenir. Et ils sont revenus. Non, et donc ils vont revenir. Et qu'est-ce que vous dites? Vous dites, voilà,
S'il revient, il me trouve, il faut que je prenne vite ce que je trouvais pour aller là où je dois aller, parce qu'il faut que le Gaulois revienne. Vous ne vous sentez pas chez vous. Donc ces sentiments-là viennent de cette réalité. Et après, quand ils reviennent, ils vous disent, oui, au fait, nous sommes chez nous. Vous n'êtes que des auxiliaires. Hein? Des accompagnateurs. Des accompagnateurs des sous-traitants. Eh bien, nous acceptons d'être dans cette peau de sous-traitance. C'est ça le problème, et l'appropriation ne vient pas. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Opérer ces changements internes. C'est pas facile. Bon, je sais qu'il y a eu une révolution culturelle qui avait commencé vers les années 72, 3, 4, mais qui a échoué. Il a échoué parce que les autres l'ont attaqué. Mais comment arrive? Et vous avez cité le cas de la Chine. Mao a fait une révolution culturelle. Vous avez vu comment les Japonais n'ont pas voulu qu'on bouscule leurs fondamentaux, hein, parce que vous allez étudier à l'étranger, vous revenez, mais vous incultrez ce que vous avez appris dans le tronc culturel japonais. Vous ne venez pas mettre ce que vous avez vu avec... C'est ça, c'est là que se situe le problème. Oui, alors, qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas arriver à combattre ce poison, alors qu'un pays comme le nôtre, on ne peut pas ne pas l'aimer, on ne peut que l'aimer, on ne devrait que l'aimer. Et les moyens sont là. Qu'est-ce qui nous empêche de faire cette révolution culturelle qui nous amènerait à penser par nous-mêmes? Nous avons les moyens. Oui. Et à utiliser les autres comme, comment vous nous avez appelé, comme les auxiliaires. Des auxiliaires, oui. Les sous-traitants. Que les autres soient les sous-traitants et que nous soyons maîtres pour une fois. Oui. Non? Oui, mais justement, le problème, c'est que nous n'avons jamais réussi à nous penser comme nous, Congolais, nous, Congo. On se pense comme plus Moulouba, Moukongo, Mouyanzi. Le code noir, encore une fois. Mais oui, on est encore là, on y est encore. Donc, au-delà des discours, évidemment, les discours sont magnifiques. Mais ça ne va pas plus loin. Les Japonais, si effectivement leurs Meiji se sont dit, on ne peut pas continuer à refuser de voir ce qui se passe ailleurs. Parce que jusque-là, ils disaient non, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont dit non. Peut-être qu'il serait plus intelligent de voir un peu quand même ce qui se passe ailleurs. Mais c'est nous-mêmes qui choisirons qui pour tel truc, qui pour telle spécialité, etc. Ce qui fait que, en moins d'un siècle, parce qu'ils avaient pris les meilleurs de chacun, donc ils sont devenus supérieurs à tous ces autres-là. Les Chinois, plus tard, là, c'est avec Deng Xiaoping et tout ça, ils ont fait pareil. Donc, il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est que, comme dit McNamara, le plus efficacement possible, utiliser notre intelligence. Oui, et ne pas aller là-bas pour rentrer avec le diplôme de spécialiste de Malraux. Ce qui, en fait, c'est le serpent qui se mordrait la queue. Oui, oui. Donc cette appropriation, qui est en fait la première condition pour que nous devenions enfin conscients que jusqu'ici nous étions en train de passer à côté. Ce que vous dites est autant vrai que, en fait, on a envoyé, à l'époque des bourses, on a envoyé en Europe un peu n'importe qui, alors que nous devions avoir des objectifs bien définis pour savoir celui-là va là-bas pour faire telle recherche, quand il reviendra, il servira à promouvoir tel domaine, mais non, on l'a envoyé comme ça, mon cher ami. Oui, cette appropriation dont parle Modeste Bonigaba passe aussi par ce que le père jésuite Boka et le professeur Lutumba
ont écrit dans notre hymne national, unis par l'essor, unis par le fort. C'est-à-dire nous devons d'abord reconnaître quel était notre sort à l'époque, quel est notre sort aujourd'hui, et nous unir dans les efforts de sortir de cette situation. Et cela passe, je répète, par ce que j'avais dit avant, par la définition des objectifs communs qui nous uniront, quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos divisions. Alors, en disant quel était notre sort avant l'indépendance, il n'était pas ce sort n'était pas enviable, mais après l'indépendance, pas enviable non plus. Bon, cela appelle un débat, pas enviable sur quel point. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait de très bonnes écoles. Vous qui êtes nos aînés, vous avez bénéficié de ces conditions. Et il y avait de très bonnes routes, mais nous étions colonisés. C'est-à-dire, étant colonisés, vous êtes privés de plusieurs droits. Notamment de la liberté. La liberté. C'est vrai qu'il y avait quelques-uns qui avaient le privilège qu'on a appelé les évolués, qui avaient des cartes des évolués, mais à un certain moment, ils se sont sentis limités. Quand ils voulaient se considérer comme le blanc le considérait comme le moins que rien. Et à un certain moment, cette révolution même de ceux qui étaient des leaders vient de là. Parce que lorsqu'ils sont moins considérés, alors qu'ils se considèrent au niveau des Blancs, et ils vont se révolter. Donc, nous devons considérer, nous étions colonisés, nous souffrons encore aujourd'hui. C'est là, ce sort-là doit nous unir, mais cela doit nous unir dans les efforts que nous faisons, et les efforts réels pour sortir de cette situation. Et pour revenir à ce que disait M. Modeste, nous devons avoir une politique managériale qui sera assumée par un leadership visionnaire. Parce que si on n'a pas de vision, quel que soit ce que nous pouvons faire, cette révolution la révolution culturelle qui a commencé aux années 70 et qu'on sort, pourquoi s'est-elle arrêtée? Parce que peut-être on n'avait pas vraiment de vision et cela s'est arrêté alors que cela pouvait nous amener sur le plan de la nouveauté et de l'originalité de la société. Monsieur Mobimba, vous êtes en train d'écrire oui. Ce que vous allez délivrer aux téléspectateurs, mais ce Congo, mon Congo dans 20 ans, franchement, jusque-là, on ne voit même pas sa caricature. À l'horizon, on ne voit rien. Rien du tout. Il n'y a aucune lueur. Oui. On n'aperçoit pas le bout du tunnel. Vous n'allez pas être aussi optimiste. Non, il y a ceci. Déjà, je peux sauter sur ce que Mbonigaba a dit. Il a parlé d'un problème que nous avons, enfin, d'un faux problème. Les ethnies, la multitude d'ethnies. Et ça, c'est dans le... Non, l'utilisation de la multitude d'ethnies. Oui. Pas la multitude. Non, l'ethnie même, c'est le langage des autres. Quand ils nous voient, ils veulent nous brandir cela comme étant un obstacle à quoi que ce soit. Mais nous pouvons dire ceci. C'est vrai que ça peut servir, justement, ça peut devenir un obstacle, mais en réalité, c'est un adjuvant pour notre développement. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder d'abord qu'avec plus ou moins 450 ethnies, il y a un travail qui a été fait là-dessus, 450 ethnies, nous n'avons pas de problème qu'on a, par exemple, en Belgique, où il n'y a pas beaucoup d'ethnies, 3 peut-être, tout au plus. Et nous n'avons pas les mêmes types de problèmes comme ce que l'on a au Rwanda, au Burundi, où il n'y a que 2, 3 ethnies avec les bateaux, en fait, qui n'en font jamais de problèmes. Mais il y a 2 qui font des problèmes. Et nous, 450. Mais on n'a pas autant de problèmes. Donc c'est que nous avons là une sorte d'intelligence culturelle qui nous permet de vivre en commun et qui nous donne un vivre ensemble très très fort. C'est le concret. Et je reviens encore pour dire là que c'est une richesse. Pourquoi une richesse? C'est parce que ça nous donne la possibilité de la pluralité des intelligences et des expériences. La pluralité des intelligences et des expériences. Parce que ce qui manque dans telle ethnie, on peut trouver ça dans l'autre ethnie.
Et justement, quand je parle de l'intelligence culturelle, il faut qu'on aille là, qu'on puisse dans chaque peuple, qu'est-ce qu'il y a qu'on n'a pas ici pour bâtir une culture congolaise très riche. Et parce que nous ne pouvons même pas nous limiter simplement au Congo, mais avec 9 frontières. C'est-à-dire quoi? Que nous avons même l'extension d'autres ethnies aux environs. Et ces ethnies sont connectées au Congo par d'autres ethnies intérieures. Nous pouvons avoir d'autres valeurs qui viendraient de là. Et pratiquement, nous sommes le centre de l'Afrique centrale. Pas le centre simplement comme un point géographique, mais le centre comme le milieu qui attire. Le dénominateur. Et le dénominateur commun de toutes ces cultures. Mais c'est une vous place ne vous rendez enviable. pas compte de la richesse que nous avons, mais ce n'est pas seulement parce que la cuvette centrale, il y a tous les pétroles et toutes les richesses, mais il y a ça aussi, les intelligences culturelles. Et je dis pour ceci, que pour y arriver, on a besoin d'une élite des élites. Et cette élite des élites doit être constituée de justes. Nous avons évoqué ici une fois ce que la parole de Dieu dit, la Bible, que lorsque les méchants se multiplient dans un pays, et les peuples souffrent et toutes les autres, mais lorsque le juste se multiplie, et les peuples respirent. Donc il faut qu'on ait des justes, et de ces justes-là, une élite d'élite de l'élite qui devient des prévoyants, de phares pour montrer le chemin. Et ce sont eux qui auront le leadership et le management pour indiquer la vision. Il faut cela. Pour le moment, ils ne sont pas encore là. Ils existent. Mais ils n'ont pas encore pris conscience. Ils sont perdus dans alors je pose dans le plastique, là, des tas de plastique qu'il y a, des ordures qu'on a. Ils sont là-dedans. Mais il faut le chercher. Alors, je veux poser la question aux téléspectateurs qui nous suivent. Vous qui êtes en train de nous suivre, vous reconnaissez-vous parmi les élites, vous les avez appelées comment? Les élites des élites. Élites des élites. Les prévoyants. Les justes. J'aime bien comment vous accueillez. Hein? C'est très africain. En moi, il y a déjà ça de gagné. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez parmi ces élites des élites, parmi les prévoyants? Modeste. Il y a quelque chose que Cyril a dit qu'il faut vraiment retenir pour la suite. Parce que quand il dit que nous sommes 450 tribus, ce n'est pas un obstacle, au contraire, c'est une opportunité pour être encore plus fort. C'est tout à fait vrai. Mais encore faut-il que nous puissions détecter ce qui nous est commun à tous. Quel est le trait commun à toutes ces tribus? C'est que nous tous, sans exception, nous sommes pour l'émergence des meilleurs. Ça, c'est clair, c'est sûr, et c'est à ce moment-là que nous allons effectivement voir émerger l'élite à tous les niveaux. Au niveau local, nous aurons l'élite pour diriger les autres. C'est cette élite-là qui prévoit, qui oriente. Au niveau provincial, pareil. Au niveau national, et enfin, même pour l'unité de l'Afrique, c'est cette voie-là, en faisant émerger seulement les meilleurs à chaque niveau de gouvernance, que nous allons arriver à régler tous les problèmes qui font que dans certains pays, il y a des extrémistes, des Boko Haram et autres. C'est parce qu'il y a au niveau de la gouvernance du grain à moudre qu'on donne à ces extrémistes. Mais lorsqu'on a effectivement laissé émerger les meilleurs pour que les justes soient plus nombreux, moi je ne vois pas comment ces gens vont encore trouver un terreau pour s'exprimer. Mais il ne faudrait pas que nous occultions quelque chose que nous avons dénoncé ici, c'est qu'à l'origine, nous avions cette culture de la cueillette qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. On cueille, on mange, on ne sait même pas combien on a une quantité, on dit qu'on va consommer. Il faut éradiquer cette affaire, cet égoïsme qui commence de plus en plus à envahir ce beau Congo qui n'a que à se développer parce que, comme vous venez tous de le dire, c'est un pays béni des dieux. Oui, monsieur. Oui, le Congo dans... Maître. Oui, merci. Le Congo dans 20 ans, nous devons combattre certaines antivaleurs. Il est vrai que la multiplicité des ethnies ou la pluralité de ces ethnies constitue une richesse,
Mais il y a aussi une chose, comme vous venez de le dire, que nous ne devons pas aussi occulter. C'est qu'il y a une certaine interaction entre les élites, ou soit l'élite l'élite des élites et la masse. Il arrive très souvent que, à cause de certains intérêts, que l'élite puisse manipuler la masse. Et la masse, à son tour, à un certain niveau, puisse aussi manipuler l'élite. N'avons-nous pas attendu dans ce pays, quand quelqu'un est nommé, tourne à Bissau? Il y a des folklores autour de maisons. Et cela démontre, frise, que quelque part, malgré cette vouloir vivre en commun, malgré ce sentiment national, il y a encore des histoires à combattre. Parce que la nation étant une notion sociologique, a des acceptions. Nous avons la nation au sens objectif, nous avons le cas du Japon, c'est-à-dire qu'un peuple, une langue, mais nous avons aussi la nation au sens, plutôt au sens subjectif, c'est le peuple, les langues, au sens objectif, c'est le vouloir vivre en commun. Et c'est le cas de notre pays. Le Congo peut être une véritable nation arc-en-ciel, c'est-à-dire composée de plusieurs ethnies, et dont les différences ne constituent pas le point de séparation, mais le point de convergence pour un avancement. Nous avons déjà la chance que nous ayons la même couleur, mais enfin, ce n'est pas l'essentiel. Oui, cher ami. Oui, Monsieur Kibambi, je vais vous dire une chose, j'ai entendu Kayette quelque part. C'est moi qui l'ai dit, oui. Ah oui, je vais y revenir, mais je voudrais dire ceci, que ce que les amis viennent de plaindre là-bas, oui, ils ont les raisons de se plaindre parce que nous sommes dans tout ce que nous avons reçu de l'étranger. Enfin, on n'a pas reçu, mais on s'est trouvé forcé de procéder de cette façon-là. Je prends le cas ici d'un des éléments de la démocratie, la démocratie occidentale, c'est les élections. Alors, je vais vous dire que les élections, il faut les faire, tout ça, parce que c'est le seul mode pour pouvoir être tranquille, tout ça. Mais je vous dis, ne vous donne pas forcément comme résultat les élites qui viennent aux affaires. Le mécanisme d'élection n'aboutit pas à amener aux affaires rien que des élites et des justes. Donc, c'est quelque chose, un mécanisme, un système trouvé par les autres. Peut-être ça aide à résoudre un certain nombre de problèmes, mais ça ne peut pas résoudre de nombreux problèmes. Nos problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est de rassembler l'élite. Or, rassembler l'élite d'abord, les créer, les former, les trier, chercher celles qui existent. Et quand on les a, il faut les rassembler. Il ne faut pas simplement dire, comme on a entendu, les amis ont dit, que ceux qui font là-bas, c'est notre tour, ils jubilent et tout ça. Oui, c'est normal qu'ils jubilent. Parce qu'eux, ils cherchaient à arriver là pour avoir l'argent et résoudre leurs problèmes. Donc, ce n'est pas le problème ce ne sont pas des élites en réalité. Ce n'est pas le problème de la société, pas d'élite. Parce qu'il suffit d'être quelqu'un qui parle bien, hein, comme Jean-Pierre, comme maître Mankenda, et comme Mboligaba. Il parle très bien, avec beaucoup de charme. Alors, disons, celui que nous allons élire. Mais il va passer, mais... Alors, quel est le mécanisme, mon cher ami? C'est difficile. Non, j'ai dit ceci, que ça, nous devons faire attention. Nous dire que ce n'est pas forcément, il ne faut pas attendre des non-élus. Nous avons, il y a des bons qui sont là-dedans, il y a quelques élites qui sont là, mais dans la majorité, ce n'est pas que nous avons. Est-ce que vous ne voudriez pas dire, je ne vous aide pas, je ne vous donne pas la béquille, que les élections par le système politique, puisque c'est la politique qui propose telle personne, ça ne peut pas nécessairement être la meilleure? Non, moi j'ai dit ceci, Jean-Pierre. Parce que vous parlez d'élection, il faut choisir les meilleurs. Il faut voir ce qui se fait. Généralement, c'est quelqu'un qui parle bien. Généralement, c'est quelqu'un qui séduit. Qui bouscule, qui séduit. Et généralement, c'est le critère. Mais on ne dit pas que nous allons voir ici quelle est l'intelligence et la sagesse et quelqu'un qui est juste et qui est équitable
et aussi fidèle. C'est pas ça qu'on regarde. Moi, je ne dis pas qu'on ne fasse pas une sélection, c'est pas mon problème. Non, je n'entre pas là-dedans. Mais je voudrais simplement dire ceci, répondre à ce qu'on a dit, que la plupart de nos élus, ils font une fête, c'est parce que c'est leur tour. Moi, je dis, c'est pourquoi j'ai expliqué que c'est. Mais l'élite, ce n'est pas forcément celui. Il y a des gens qu'on peut aller, il reste chez lui. On va le chercher. Mais on peut aller puiser. Il y a des gens, nous avons des gens, par exemple, je peux parler de Boboliko qu'on a enterré il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qu'on a enterrés, par exemple, qui sont d'autres aînés qui sont partis là. Mais combien de fois les gens sont allés chercher des... Quand on n'est plus dans les affaires, on t'oublie complètement. Et tout ça, mais on devrait voir. Oui, la cueillette aussi. La cueillette. Et la cueillette, je dis, pourquoi la cueillette et la sous-traitance, ils vont ensemble. Hein? La sous-traitance et la cueillette vont ensemble. Et vont ensemble pourquoi? Parce que la cueillette telle qu'on la connaît en économie, c'est vrai que nous avions vécu des situations de cueillette, mais c'était proportionnel à nos populations et proportionnel à nos philosophies et proportionnel à notre environnement. Notre environnement nous donnait beaucoup de gibier, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Et on dit, on va le faire, mais on n'était pas paresseux. On a l'agriculture, on a le levage, mais qui répondent à la population que vous êtes et tout ça. Et je vous dis aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'Occidentaux. J'ai un livre sur l'intelligence collective. Ils sont en train de dire que nous sommes allés trop loin et nous avons détruit la planète. Tout à fait. Et aujourd'hui, les populations souches qu'on trouve en Amérique latine, qu'on trouve en Asie, dans des forêts là, ces populations-là, aujourd'hui, beaucoup pensent que nous devrions vivre comme ces populations parce que ces populations souches sont plus proches de la vraie nature que ceci. C'est vrai qu'il y a des problèmes que la civilisation occidentale nous a amené, par exemple, l'amélioration de la qualité de la vie. Mais pour le reste, c'est pour détruire la planète parce que couper complètement de l'environnement, c'est-à-dire des autres êtres vivants qui sont sur la planète. Je ne sais pas combien il nous reste, combien de minutes il nous reste. La réalisation va nous le dire tout à l'heure. Commençons déjà la descente sur... Oui, je crois que... il paraît que c'est 5 minutes. Oui. Bon, je vais peut-être atterrir par ce que Cyril a dit. Que les élections, ce n'est pas le mode qui permet effectivement de faire émerger les meilleurs. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, les Chinois, eux, l'ont compris depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils refusent d'entrer dans votre système démocratie à l'occidental. Je suivais dernièrement un Chinois qui disait, chez nous, la sélection s'est faite avant. C'est-à-dire que maintenant, en fait, c'est un peu du folklore quand on amène maintenant devant le peuple pour entériner. C'est déjà fait. Le choix est déjà fait parce qu'on veut s'assurer que ce sont les prévoyants qui seront effectivement appelés aux commandes. Mais nous, parce qu'on est toujours là. Embarqué. Bon, élection, on se tient comme des cabris, élection. Mais on ne se demande pas si effectivement ça permet de régler nos problèmes de fond. Nous, on se dit, mais c'est l'occasion aussi pour aller là-bas, c'est notre tour, etc. Donc, la réalité, c'est que si nous voulons résoudre nos problèmes fondamentaux, nous devons réfléchir sur d'autres modalités de sélection des meilleurs d'entre nous et aller vers le peuple parce que c'est la règle aujourd'hui, pour uniquement l'entérinement de ces meilleurs-là. Comme ça, on est sûr qu'ils ne vont pas nous faire monter des gens qui n'ont aucune... Monsieur Makenda, vous avez 1 minute. Ailleurs, la sélection se fait avant, c'est une bonne chose, mais il faudra encore, dans les cas d'espèce, définir dans quel cadre, sur quelle base faire la sélection. Parce que on peut... Je vous donne un exemple. Quelqu'un dont on observe la probité à la cité, on sait que moralement c'est un homme blindé, on peut aller le prendre pour dire, monsieur, vous allez vous présenter et nous vous élirons. Enfin, s'il réunit les seuils... Oui, cela peut se faire, mais ça, ce sont des cas rares. Mais moi, je crois que le problème, c'est
D'abord, au niveau des partis, parce que si on refuse la démocratie, les élections dans sa manière de s'organiser, on peut aller plus loin. Mais ailleurs, aujourd'hui, nous avons ce plaisir-là d'utiliser l'ordinateur. Mais l'ordinateur a connu une histoire comme la démocratie occidentale. Aujourd'hui, les androïdes, moi quand je suis né, c'était des téléphones fixes. Mais les androïdes, même les petits enfants savent le manipuler. Mais pourquoi les adultes congolais ne savent pas manipuler la démocratie? Qu'est-ce que ça vient? Ah oui, oui, oui. Pourquoi ils ne savent pas manipuler la démocratie? C'est de la mauvaise foi. Moi, je crois que si déjà, au niveau des structures, ONG, partis, même dans d'autres cadres où on peut tirer les gens, on faisait la bonne sélection, on aurait de bons leaders. Mais malheureusement, tout cela s'est fait sur base de partis pris. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mon Congo dans 20 ans, comment sera-t-il? Mais tout ça dépend de chacun de nous. Nous avons un pays merveilleux, nous ne cesserons jamais de le dire, mais ça dépend aussi de nous. Qu'est-ce que nous faisons pour que ce Congo, dans 20 ans, soit un pays dans lequel il fera bon vivre, un pays qu'on ne fuira pas pour aller sous d'autres cieux? Ça dépend véritablement de nous, de ceux qui vont être élus, c'est vrai, mais généralement, notre erreur, c'est de vouloir que les autres changent, mais que nous, on reste tels que nous avons été. Plusieurs fois, on me pose la question, est-ce que les autorités suivent vos émissions? Et moi, je réponds, vous qui suivez déjà, est-ce que vous avez commencé à changer? C'est en imprimant ce changement profond dans nos habitudes de tous les jours, en essayant de nous rendre, d'être parmi les meilleurs au point de vue de la réflexion, dans notre vie de tous les jours, en donnant l'exemple aux plus jeunes, que nous améliorerons nos conditions. Et en étant également un peu plus exigeants, puisque nous avons parlé des élections, pour ne prendre que les meilleurs. Les meilleurs, pas nécessairement au sens diplômé du terme, mais le meilleur dans le sens profond, c'est-à-dire la moralité, l'éthique, la distribution, l'amour de l'autre. Mais commençons par aimer le Congo. Il en a besoin et il mérite qu'on l'aime. À la semaine prochaine. Bonsoir, messieurs.